Mission Vision avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très contente de vous retrouver pour cette belle émission Mission Vision. Aujourd'hui, on va pouvoir aborder l'art et l'handicap avec Audrey-Anne Bouchard, Aaron Richman et Tamar Tembeck. Excusez-moi. Ils vont venir nous parler d'une exposition qui s'en vient et on va pouvoir en parler davantage avec eux. Et après, je vais retrouver Mélanie Côté pour sa chronique sur le bonheur. Elle est à Miami en ce moment sur son départ et elle va venir nous parler du bonheur, des petites choses de la vie, des petites choses à se rappeler. Bien là, tout d'abord, j'ai avec moi Audrey-Anne Bouchard, que certains commencent à dire « Ah oui, je la connais ». Bien, moi, en tout cas, je la connais parce que je l'ai reçue l'année passée dans mon émission et j'ai collaboré avec elle aussi dans un projet à Ami-Télé. Et aujourd'hui, on va parler d'un gros projet. Gros, parce que c'est gros. Elle me racontait, et moi-même, il y a des petits bouts, je me disais « Ah, OK, c'est beaucoup ce projet-là ». Alors, elle est venue avec deux... et je sais jamais le nom parce que c'est pas mes collègues, mes collaborateurs, c'est mes co-commissaires. Tout à fait. C'est ça, hein? Oui, mais ça peut être aussi mes collègues, mes collaborateurs, mais on est trois co-commissaires. Co-commissaires, c'est ça. Quand j'ai lu, ah ben, OK, alors, deux co-commissaires, on a Tamar, là, je vais être sûre de bien dire, Tamar Tembeck. C'est bien ça. Excellent. Et Aaron C'est ça. Richman. C'est ça. OK. Donc, Audrey-Anne, de quoi on va parler, là, ce projet-là, où est-ce qu'il est question d'art, d'exposition et des personnes en situation de handicap visuel? Pas uniquement handicap visuel. Je pense que c'est inclusif au niveau de l'handicap, mais aussi des gens qui ne sont pas en situation de handicap, je crois. Tout à fait, tu as bien compris. Donc, le projet dont on vient vous parler aujourd'hui, c'est un projet d'exposition en premier lieu, qui est une exposition qu'on a intitulée Wayfinders au gré des sens, qui va se dérouler au mai. Montréal Art interculturel du 3 avril au 16 mai prochain. Oui. Et donc, c'est un projet qui présente dans la Galerie du Mai 7 œuvres conçues par 10 artistes. Certains artistes vivent en situation de handicap et d'autres non. Mais l'idée, c'est que ce sont des œuvres multisensorielles conçues par des artistes de différentes... Qui abordent l'art de différentes manières. Il y a des installations, il y a des performances, il y a des œuvres plus du dessin. Donc, il y a vraiment... c'est interdisciplinaire. Oui. Et puis, c'est des œuvres qui vont venir engager les visiteurs de l'expo à travers leurs différents sens, donc à travers différents modes perceptifs. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, en tant que co-commissaire, que ça pouvait parler à différentes communautés qui vivent avec des situations de handicap différentes, parce qu'il y a des œuvres qui sont plus auditives, d'autres qui vont être tactiles, olfactives. Alors voilà. Et puis, en fait, là, c'est moi qui présente le projet, mais je suis comme la petite dernière à être arrivée dans ce collectif de co-commissaires. C'est Aaron et Tamar qui sont venus qui m'ont invité à joindre le processus, c'est ça. Oui, c'est ça. Toi, tu t'es joint, mais moi, comme mon contact, c'est toi. Donc, on jasait déjà de ton dernier projet qui était Fragment. On parlait de cette pièce et là, tout d'un coup, ben là, ça l'a amené à bifurquer sur cette nouvelle exposition
que vous avez collaboré les trois? Mais comme tu dis, Audrey-Anne, tu es venue te joindre à eux. Mais moi, j'aimerais ça faire un petit peu comme une présentation pour les auditeurs là, qui nous écoutent. Là, parce que Audrey-Anne, on le sait, tu es en situation de handicap visuel. Donc, toi, tu as un handicap visuel. Mais Tamar et Aaron, je pense que vous n'avez pas d'handicap visuel. Exact. C'est ça. C'est ça. Donc, ça représente vraiment un peu là, qu'est-ce que tu disais dans le processus. Là. Il y en a qui sont en situation, d'autres qui ne sont pas en situation de handicap pour l'exposition. C'est un peu la même chose aussi, même dans l'organisation. Aaron, en fait, je ne sais pas qui entre vous deux, entre Tamar ou Aaron, mais ce projet-là est né comment? Je peux commencer. Dans l'année 2021, je suis artiste, je suis chercheur dans le domaine de l'art visuel en général. Et en 2021, j'étais parti d'un projet de recherche sur les danses accessibles. OK. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de projets ici à Montréal avec le MAI, avec le Densité, qui ont fait beaucoup de projets sur l'accessibilité. L'accessibilité, oui. Donc, justement, avec Densité, beaucoup des œuvres qui vont être en vidéodescription. Exact. Qu'on va pouvoir faire vivre à des personnes qui ont un handicap visuel. Exact. Et avec ce projet, j'ai consulté avec Tamar beaucoup, qui me guidait un peu. Je vais laisser à Tamar d'introduire le domaine de son travail, mais avec ces projets de recherche, j'ai trouvé beaucoup de choses très intéressantes dans le domaine de l'art. Beaucoup des artistes qui ne sont pas qui ne vivent pas avec un handicap visuel, qui sont curieuses de réexplorer leur pratique en collaboration avec les artistes ou les visiteurs qui sont dans une situation qui sont... On va le dire, je vais juste te dire pour les auditeurs, là, Aaron me l'a dit en commençant que le français, c'était un petit peu un défi pour lui, parce que sa première langue, c'est l'anglais. Et ça se voit, on l'entend très bien. Donc, quand tu cherches, comme là, tu cherches un mot, là on le sait, là. Le mot en français, il vient pas, là. C'est ça. Okay. Bon, fait que là, c'est pour ça... Il n'y a pas de stress. Si le mot, tu ne le trouves pas, tu peux le dire en anglais. Okay. Puis, Tamar et Audrey-Anne sont parfaitement bilingues, donc vont pouvoir dire le mot en français. Il n'y a pas de problème. OK, merci. Avec ce projet, j'ai trouvé beaucoup des artistes qui sont qui veulent faire la collaboration, qui veut réexplorer leur discipline par rapport à des artistes et des personnes non-voyantes, semi-voyantes. Et en conversation avec Tamar, j'ai commencé de penser plus comme une tendance, une tendency dans l'art contemporain, où beaucoup des artistes, la question d'accessibilité, c'est pas juste une question d'éthique ou de question de justice sociale, mais c'est aussi une rénovation, renouvellement des pratiques artistiques partout. Ça, c'est, de mon avis, c'est le début des conversations avec
Tamar. Et c'est sûr qu'on était inspiré beaucoup par le travail de Audrey-Anne déjà. Elle était déjà dans la conversation mentale peut-être. Mais je laisse à Tamar peut-être de continuer le fil. Oui, bien, en fait, de voir Tamar, Ouais. toi, ton implication, elle arrive où là, dans le projet? Là? Oui, bien, comme Aaron l'a mentionné, Aaron, il avait entrepris un travail de recherche qui portait sur la danse et l'accessibilité, puis il m'avait consulté à un moment donné parce que moi, mon background, ma formation, c'était en art de la scène, mais j'ai étudié l'histoire de l'art et j'ai été à la direction artistique d'un centre d'artistes pendant plusieurs années où je me suis donné comme mandat d'aborder les enjeux d'accessibilité en art contemporain et en production médiatique. Donc, dès mon entrée en poste en 2018, j'ai comme initié une série de conférences et ateliers résidences d'artistes à l'origine, donc avec Oboro, le centre où j'étais, et un centre qui s'appelle Spectrum Productions. Et on a produit donc une série de ressources pour le milieu culturel par rapport à comment rendre nos pratiques plus accessibles. OK. Et on était très conscient du fait que l'accessibilité, c'est pas juste pour les publics, c'est aussi pour les artistes participants. Mhm. Donc ça, pour nous, c'était vraiment des valeurs clés pour commencer ce processus-là. Et en dialoguant avec Aaron, on voyait qu'il y avait comme un partage d'intérêts autour des questions des sens, autour des questions de qu'est-ce que la perspective d'une personne en situation de handicap peut nous amener sur notre processus de création. OK. Puis comme nous, on n'était pas nous-mêmes en situation de handicap, on voulait certainement aussi pas parler pour d'autres personnes. Donc, c'était important aussi qu'on soit en dialogue. Mhm. Et pour moi, personnellement, ça fait partie d'une démarche qui date depuis longtemps dans mes recherches académiques aussi. Puis, je dois dire que cette expérience de collaboration a vraiment été riche, autant parce que j'ai des collaborateurs hors pair à mes yeux, mais aussi les artistes. On a pu rassembler en fait des artistes vivants avec ou sans handicap, mais tous les artistes impliqués dans ce projet ont une conscience, une conscientisation, une sensibilité envers la pertinence de l'accessibilité à même le processus de création. Donc, pas une pensée après coup, mais c'est dire comment est-ce que ces questions-là peuvent changer ma façon d'aborder la manière dont je fais de l'art. OK. Puis ça, c'est vraiment, je pense, au cœur du projet, puis c'est devenu aussi au cœur de notre démarche commissariale qui, pour moi, est presque devenu comme un processus de création en soi, parce qu'on fait beaucoup plus avec ce projet que ce que je fais, par exemple, dans d'autres contextes où je fais du commissariat. Il y a beaucoup plus de couches de réflexion par rapport à l'expérience des visiteurs. OK, mais moi, je suis curieuse déjà parce que comme vous n'êtes pas en situation de handicap, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, c'est quelque chose que pour vous, naturellement, l'accessibilité est devenue un enjeu dans vos domaines respectifs? D'où ça vient, cette sensibilité-là? De mon côté, je peux te dire que c'est pas tout d'un coup. Ça fait vraiment 25 ans maintenant, en 2026. Alors, ça a commencé avec, dans mon cas, un projet avec des artistes sourds. Et moi, j'étais coach de mouvement pour des artistes qui utilisaient la langue des signes de manière poétique. Et donc, on se détache de la langue, on va vers un mouvement plus abstrait. Et par la suite, j'ai travaillé avec un organisme qui s'appelle Dr Clown en tant que clown relationnel et j'ai été en contact donc avec plusieurs personnes de tout âge, toute génération, en situation de handicap divers, mais aussi avec des contextes de maladies chroniques ou autres. J'ai fait ma thèse de doctorat sur le sujet de la maladie physique et l'autoreprésentation en art contemporain. Et c'est là où j'ai vu que les artistes qui ont des maladies physiques, donc des artistes professionnels qui vivent avec une maladie physique, ont dû faire appel à ce qu'on appellerait aujourd'hui des alliés ou des partenaires de création pour pouvoir continuer à produire leur œuvre après le diagnostic, après les traitements, etc. Donc, pour pouvoir maintenir l'identité d'artiste, ça faisait en sorte qu'il fallait travailler avec d'autres personnes. Et ça a été l'élément... C'est avec cette recherche-là qui remonte à il y a 15 ans que là, j'ai fait une exposition sur le sujet. Puis bref,
ça a été un parcours finalement dans ma démarche de recherche et de pratique artistique et aussi dans ma vie privée. J'ai vécu des situations où j'ai été proche aidante, etc. Donc, tous ces éléments Une ensemble... sensibilité aussi dans ton personnel. Là. Oui, tout à fait. Puis, je pense que aussi en vieillissant, on prend tous conscience du fait que nos capacités ne sont pas pleines pour toujours et des limitations se présentent. Et donc, on a une situation de capacité variante dans la vie. Mm-hmm. Ouais, ça, c'est aussi absolument. un apprentissage du monde de l'expérience vécue du handicap. Ouais. Vraiment. Et toi, Aaron? Pour moi, ici, aussi, il y a une comme préhistoire de cette expérience de l'art, pas comme dans un domaine de beauté ou une chose comme ça, mais plus un domaine de pratique expérimentale. Et depuis, pour 14 ans, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé pour quelqu'un qui s'appelle Judith Snow à Toronto, qui était un avocat pour des personnes dans une situation de handicap en Ontario et global. Et avec, j'étais en anglais, personal support pour elle, pour 14 ans. Soutien personnel. Mais Judith parlait beaucoup après l'accès, je veux trouver des modalités de pratique et de création avec les autres personnes. Alors, avec Judith, j'ai expérimenté beaucoup avec la peinture. Elle était dans une chaise roulante. Elle était quadriplégique. Oui. Mais elle a trouvé des manières de travailler avec les autres artistes en domaine de l'art visuel, en théâtre. Et avec elle, j'ai découvert comment cette inclusion peut, pour elle, ça donne quelque chose, mais pour toute la communauté qu'elle s'implique, aussi, ça change toutes les modalités de pratique dans le domaine de l'art. Alors, pour moi aussi, c'était une idée qui vient depuis longtemps, mais avec densité, exactement comme Tamara dit, pas l'accessibilité qu'on s'est pensé, pas comme après le travail, mais qui s'est intégré dans le processus. Dans le processus, ça donne beaucoup. Et de là que Andréane est venue... Audrey-Anne, t'es venue comme t'intégrer dans le processus aussi. Mais toi, Audrey-Anne, c'est parce que t'amènes l'handicap visuel aussi. Comment l'handicap visuel vient contribuer dans ce processus-là? Dans le processus d'exposition, ouais. Oui. Ben, en fait, je pense que déjà, à la base, on voyait dans les œuvres qui nous intéressaient, les artistes qui nous interpellaient, qu'il y avait déjà comme une bonne présence d'œuvres accessibles ou d'artistes en situation de handicap visuel dans le projet. OK. Entre autres, pour le handicap visuel, on a réfléchi à comment on peut inviter, l'exposition s'intitule Wayfinders, au gré des sens, et Wayfinders part d'un poème d'un auteur belge qui s'appelle Piet De Vos, qui lui était non-voyant. Et en fait, il décrivait, lors d'une visite à Montréal, il a écrit un poème où il décrivait son expérience de se promener dans la neige à Montréal en tant que personne non-voyante, comme un peu de naviguer sans boussole, puis d'être en situation de wayfinding, de trouver son chemin, de trouver d'autres chemins. Et nous, on a trouvé ça intéressant de faire le lien avec ce titre-là de comment on peut trouver notre chemin pour parcourir une exposition, parcourir des œuvres, puis comment aussi les artistes qui s'intéressent au handicap, que ce soit visuel ou un autre, ou qui utilisent ou qui explorent les autres sens dans leurs œuvres, vont être amenés à repenser
leur manière de créer de l'art. Donc, c'était comme wayfinding, trouver une autre manière de visiter une exposition, trouver une autre manière de créer de l'art. Fait qu'il y avait ces deux ponts-là. Et avec, donc, Pete DeVos, on a une œuvre de lui dans l'exposition. Il a il a imaginé, en fait, un alphabet synesthésique qu'il appelle. Donc, il était non-voyant, mais il était également synesthète, ce qui veut dire qu'il associait, dans son cas, chaque lettre de l'alphabet à une couleur. Il associait aussi les saisons à des couleurs, des choses comme ça. Mais même s'il était non-voyant puis il ne pouvait pas voir les lettres, il les imaginait en couleur quand il les tapait sur sa dactylo-braille. Et donc, avec une conceptrice graphique qui s'appelle Freya Matheson, ils ont conçu un alphabet dans lequel les lettres braille et les lettres de l'alphabet latin s'entrelacent pour former comme un même caractère qui est à la fois visuel et tactile. Et chaque lettre a sa propre couleur. Et donc, on s'est inspiré de ça pour créer toute la signalétique de l'exposition. Alors, c'est Aaron qui travaille là-dessus avec Mac Ekwe, qui est un étudiant en design graphique à l'Université Concordia. OK. Et donc, c'est ça. Toutes les œuvres vont être présentées sur des cartels qui vont être plutôt brodés. Tu sais, au lieu d'avoir le petit cartel à côté de le l'œuvre. petit carton qui écrit... Qui est difficile à lire, c'est ça. Très mal parce que c'est tout petit, là. Exactement. Donc, ça va être... Tous les titres des œuvres vont être écrits brodés en plus gros. Donc, les visiteurs vont pouvoir soit les toucher puis lire en braille ou soit les observer et les lire en couleur. Donc, c'est un peu ce genre de réflexion que le handicap visuel a amené dans la conception et le développement de l'exposition. OK, ça veut dire que cette exposition-là, moi, j'arrive, il y a des œuvres que c'est comme des peintures, des toiles, en tout cas, on imagine un peu ce genre-là. Et habituellement, il y a comme petite description, un petit synopsis là, qui nous dit voici qu'est-ce qu'on voit sur l'image. Bien là, dans le fond, ça va être tactile pour les personnes qui ont un handicap visuel, ce qui veut dire en braille. Oui, c'est ça. En fait, en braille, ça va être surtout le nom des artistes Okay. et le nom des œuvres. Ensuite, chaque œuvre va avoir un code QR qu'on va pouvoir scanner, qui va nous amener à une liste de lecture, donc avec toutes les descriptions des œuvres qui sont disponibles en format audio, mais aussi en vidéo ASL LSQ pour les personnes sourdes, donc en langue des signes du Québec ou en American Sign Language, et puis en format texte aussi qui défile. Mais là, ça, c'est avec le code QR, comme tu dis. Alors, ce qui veut dire que moi, quand je suis là-bas, le code QR va me permettre d'avoir de l'audiodescription. Si, exemple, je ne suis pas en mesure de lire le braille, mais que je ne suis pas en mesure, parce que moi, je ne sais pas lire le braille, ça n'a même pas été encouragé là, par rapport à mon handicap visuel. Là. Donc, je ne sais pas lire le braille, mais j'ai besoin d'avoir de l'audiodescription. Donc là, j'aurai de l'audiodescription. Si je suis une femme qui est sourde, ben là, il y aurait le petit médaillon en LSQ. ASL, c'est ça. En fait, le code QR va amener à... On va pouvoir choisir le français ou l'anglais. C'est ça. Le ASL, c'est en anglais, LSQ en français. Donc là, à ce moment-là, il y a comme une vidéo avec l'interprète qui dit, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a sur l'œuvre. Exact. Puis il y a des sous-titres également. Donc, sous-titres anglais quand c'est de la SL, sous-titres français quand c'est la LSQ. Et puis, on a aussi des cartables qui vont être à disposition du public en police plus large, donc pour des personnes semi-voyantes qui préfèrent avoir un document imprimé. Et un plus gros caractère. Un plus gros caractère. Toutes les audiodescriptions sont transcrites et vont être à disposition du public. On peut circuler dans l'exposition en tenant cette version imprimée du texte. Oh, wow! C'est quand même... fait que ça, il y a vraiment une réflexion qui a été faite au niveau que ça soit accessible pour
tout le monde. Ouais. Je vais juste ajouter que aussi pour des personnes qui utilisent le Victor Reader de Stream, Oui. on va laisser quelques SD cards pour que les personnes puissent utiliser leur lecteur leur Victor. lecteur leur-même. Donc, des cartes SD pré-remplies avec les audiodescriptions. Ah oui. Donc, notre idée, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'il y ait comme un maximum de portes d'entrée vers le contenu de l'exposition, selon les préférences de chacun, parce qu'on ne peut pas nécessairement anticiper les préférences, mais on peut essayer d'offrir une palette d'accès différents. Et c'est ça. Et à ce moment-là, c'est accessible pour tout le monde. Qui a besoin d'avoir, dépendamment, comme on dit, moi, ben des fois, je vais préférer le gros caractère que l'audiodescription. Il y a d'autres choses que l'audiodescription, j'adore ça. Donc, ça dépend vraiment les préférences. Ouais. Mais c'est parce qu'on dirait que des fois, c'est que tu n'as pas le choix. Donc, tu dois prendre ça. Puis là, tu dis, oh, là, ça me convient moins. Ben là, au moins, il y a comme d'autres options. C'est vraiment super intéressant, là. Là, on va pouvoir parler un petit peu plus au niveau des artistes. Il y en a 10. Exactement. Donc, 10 il y a artistes. 7 œuvres. Donc, il y a certaines des œuvres qui sont des collaborations entre 2 artistes, mais il y a 10 artistes au total. OK, bien, en fait, il y a 7 œuvres. Exact. Fait que dans le fond, c'est plus au niveau des œuvres que même si cette œuvre-là, il y a 2 artistes, mais ça donne qu'il y a 7 œuvres qu'on va voir pendant l'exposition. Exactement. Parfait. Fait que ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire une petite pause. Puis tout de suite après, on va pouvoir expliquer un petit peu plus c'est quoi les œuvres. Sont toutes dévoilées, mais tu sais, pour nous donner quand même une petite idée des artisans qui se sont impliqués dans le processus. Donc, on va pouvoir continuer avec mes 3 invités, Audrey-Anne Bouchard, Tamar Tembeck et Aaron Richman. À tout de suite! Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain. Alors, je poursuis avec Audrey-Anne Bouchard et on va apprendre un petit peu plus sur les artistes, les œuvres qu'on va voir, hein, comme on parlait juste avant la pause. Donc, ça va ressembler un petit peu à quoi? Quand tu as parlé là, d'art visuel, mais tu sais, c'est vraiment comme une exposition avec, on va dire, des toiles. Oui, en fait, il y a vraiment plusieurs disciplines, plusieurs médias, comme on pourrait dire. OK. Alors, je pense qu'on peut peut-être faire une description brève Oui, de oui, chaque parce que œuvre. comme j'ai dit, on veut pas tout dévoiler. Hein, on veut que les gens y aillent, mais juste comme donner un petit avant-goût. Oui, un petit avant-goût, là. Absolument. Mais déjà, à l'entrée de l'exposition, il y aura une première œuvre qui est créée par Raphaël de Groot, qui est une artiste québécoise, qui était un peu précurseur ou avant-gardiste, si on peut dire, dans son travail, parce que c'est une œuvre qui s'intitule Colin Maillard, qu'elle a créée en 2001 et qui impliquait, donc, c'est une artiste qui travaille beaucoup dans le relationnel. Mm-hmm. Alors, elle a demandé à des personnes non-voyantes de venir explorer toutes sortes de formes, de sculptures qu'elle avait conçues, qui étaient posées sur une table. Ces personnes-là pouvaient toucher les formes et elle leur a demandé de tracer des traits et donc de tracer un peu ce que ces formes-là leur inspiraient. OK. Et donc, ces dessins-là vont être présentés dans le cadre de l'exposition. Elle en a fait également réaliser quelques-uns
On appelle ça avec la technique du thermogonflage. Donc, certains de ces dessins ont été thermogonflés. Ça permet d'avoir comme un bas-relief et donc de toucher, de sentir les lignes un peu surélevées, puis de toucher un peu c'est quoi le dessin avec les mains. Et elle, en même temps, pendant que ces personnes-là dessinaient, elle a fait leur portrait à l'aveugle, comme on dit, donc sans les regarder, mais juste en les touchant. Et donc, c'est vraiment un mélange de cette recherche aussi d'écrits, de correspondances que des personnes non-voyantes ont pu avoir entre elles au cours du processus. Puis, c'est une œuvre qui est toujours vivante. Alors, pendant l'exposition, il va aussi avoir 2 ateliers qui vont être organisés où des personnes en situation de handicap visuel ou non pourront venir, si on n'a pas de handicap visuel, on peut se bander les yeux, pourront venir faire l'expérience de toucher des nouvelles formes qu'elle va nous proposer pour cette exposition, puis d'essayer le dessin comme ça, les yeux fermés. Alors, c'est comme une œuvre qui est en continuelle évolution. OK, bien là, ça, ce que tu viens de dire, là, on dirait que ça pourrait être tout juste ça, là. C'est comme que ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'exposition. Mais non! Ça, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Donc, déjà, c'est pour ça que je disais donner un petit avant-goût, parce que pour nous, là, qu'on n'a pas vu, on dirait qu'on s'imagine un endroit où est-ce que on va venir voir une œuvre, après ça, on se tourne de côté, une autre œuvre, puis après 30 minutes, on a fait le tour des 7 œuvres parce qu'elles sont une à côté de l'autre. Là, finalement, c'est comme si une œuvre... C'est comme tu sais, il y a comme plusieurs étapes, là. Oui, c'est sûr que l'exposition dure 6 semaines. Et donc, tu sais, les ateliers avec Raphaël de Groot, ça va être 2 fois pendant les 6 semaines. Fait qu'il n'y aura pas tout le temps comme des activités. Il y a des moments dans l'exposition où les gens vont pouvoir venir, puis ça va être plus calme, puis ça va être plus de découvrir les œuvres. Mais c'est sûr que c'est des œuvres qui sont quand même riches, puis pour certaines qui ont un bon vécu. Donc, on va être libre de pouvoir passer autant de temps qu'on veut. Puis nous, on invite vraiment les gens aussi dans l'idée de wayfinding, de se laisser porter par les différentes sensations, les différentes choses qu'ils vont vivre, puis de prendre tout le temps qu'ils ont envie pour ressortir de l'exposition, on l'espère, avec des nouvelles sensations. Puis à ce moment-là, est-ce que c'est des œuvres qu'une personne qui est en situation de handicap visuel va pouvoir toucher elle-même? Oui, absolument. OK. C'est pas toutes les œuvres qui sont tactiles, mais presque. On pourrait peut-être passer à la description d'une deuxième œuvre, si Tamar veut. Oui, bien, en fait, juste pour répondre à la question du toucher, la façon dont on a conçu la mise en espace, c'est que n'importe quoi qui est à portée de main, on a le droit de le toucher. Okay. C'est pas toujours comme ça dans une expo, mais dans cette expo, c'est ça la convention. Okay. Si c'est à portée de main, on a tout à fait l'autorisation de toucher, on est invité à toucher. OK. Donc, tout ce qui a été placé pour être touché est placé à un niveau où, soit quand on est assis ou debout, on a le droit de tordre la main et de toucher. OK. Alors, et juste aussi, de manière générale, donc l'exemple de l'œuvre de Raphaël de Groot, elle est composée de plusieurs œuvres individuelles. C'est un gros projet qui englobe beaucoup de choses. Puis de la même façon, il y a plusieurs installations. Les installations se déploient dans l'espace, se déploient aussi dans le temps parfois. Donc, ça crée un mini-monde en soi à l'intérieur de l'exposition plus large. OK. Donc, c'est comme de dire que cette exposition-là, parce que c'est un peu comme ça qu'elle est nommée, là, mais c'est comme si finalement, c'est plus comme des différents projets. Et là, il y a comme une station où est-ce qu'il y a ce projet-là avec ces œuvres-là, mais dans le même... avec la même personne qui l'a créé. Exactement. On a créé des zones pour chaque œuvre et comme ça, on peut naviguer justement dans l'espace et passer d'un univers à un autre. Mais c'est ça. Tous ces univers-là sont quand même
il y a un fil conducteur. Oui. C'est la thématique du wayfinding, de se repérer dans l'espace et se repérer dans les sens Oui. aussi. Puis la thématique Qui est en aussi... lien avec la navigation. Exact. Et des fois aussi des éléments de traduction sensorielle. Qu'est-ce qui se passe quand, justement, avec Pete et son alphabet synesthésique, si on passe... du son à la couleur pour une lettre, par exemple. Qu'est-ce que ça donne? Il y a d'autres artistes qui explorent ça. Dans leur travail, notamment, Véro Leduc, Oui. donc artiste qui nous présente une installation visuelle intitulée visuelle et tactile, intitulée « Signer son fado ». En fait, ça, c'est une nouvelle œuvre qui n'a pas encore été montrée à Montréal. Elle a été réalisée au Portugal en 2024 dans le cadre d'une résidence de Véro. Et pour l'exposition à Wayfinders, on a adapté sa présentation. En fait, elle a produit des tableaux tactiles, donc des toiles effectuées en peinture, puis dans lesquelles elle a intégré des poèmes en braille, des courts poèmes en braille. Donc, on peut toucher les toiles, mais ces toiles servent aussi de surface de projection pour des vidéos. Et ces vidéos-là, c'est 7 vidéos où elle fait des chants-signes. Elle présente des chants-signes sur un fond de paysage portugais. Donc, souvent, on va voir la mer, on va voir des oiseaux, on voit la nature. Et c'est Véro qui est en train d'interpréter un chant-signe, un poème en langue des signes du Québec. Donc, c'est vraiment multisensoriel. Et il y a évidemment... Alors, pour les personnes donc, qui comprennent la langue des signes du Québec, ils vont pouvoir comprendre le contenu du chant-signe. Pour les autres personnes, on voit quelque chose qui s'apparente à une chorégraphie ou une gestuelle dans l'espace, mais on peut quand même avoir accès à l'œuvre sans comprendre le sens de l'œuvre. Et on a accès aussi à un de ces poèmes est transcrit en français, en anglais et en braille. Et puis, certains parmi nous, ceux parmi nous qui ne lisent pas le braille, n'auront pas accès à tous les poèmes sur les tableaux. Donc, c'est l'idée qu'on fait l'expérience de l'œuvre. C'est rares vont être les personnes qui peuvent tout comprendre dans l'œuvre, mais il y a quelque chose pour chacun d'entre nous dans l'œuvre elle-même. Oui, mais et ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est que Véro Leduc, c'est une femme qui elle a une sourdité. Et là, tout d'un coup, il y a du braille dans son œuvre. Exactement. Alors moi, ça, je trouve ça vraiment super intéressant que déjà, on est plus porté, elle-même, probablement, de faire un projet, elle serait plus portée à focusser sur son handicap à elle, qui est au niveau de la sourdité, donc la LSQ et tout ça, ASL. Mais là, c'est comme si finalement, il y a une sensibilité de rajouter de l'accessibilité. Ça, je trouve que c'est vraiment une grande force parce que souvent, ce qu'on pourrait retrouver, c'est une œuvre qui est plus une personne qui est en situation de handicap visuel, donc elle a plus embrassé ces adaptations-là. L'autre, c'est de la sourdité, donc elle aussi, elle connaît la sourdité, alors c'est ça qu'elle va présenter, mais que finalement, il y a plusieurs endroits, des zones qu'on se rend compte des fois que, oui, mais c'est pas accessible pour tous les types de handicap. Puis ça, je trouve ça vraiment super intéressant parce que moi-même, j'ai un handicap visuel, puis je ne suis pas une experte de tous les handicaps, bien au contraire. Et même au niveau de l'handicap visuel, à travers les handicaps visuels, je ne suis même pas une experte des autres handicaps visuels. J'ai aucune idée comment voit Audrey-Anne, même si elle me le dit, mais concrètement, je le sais pas. Elle ne sait pas plus. Tu sais, pour moi, là, tu sais, parce que c'est chaque personne. Là, je trouve que là, ça a été mis à grande échelle. Donc, c'était accessible pour tout le monde, peu importe ton handicap. Et que oui, des fois, tu vas arriver, puis il va y avoir des enjeux. Puis il y a un peu ça aussi de dire, ça, ce petit bout-là, tu n'as pas accès, mais tu as accès à ça, mais ça donne que finalement, tu vas quand même ressortir avec quelque chose à travers tout ça. C'est super intéressant parce que je savais qu'on n'aurait pas le temps d'aborder les 7 œuvres parce que c'est beaucoup plus magistral que je le pensais moi-même. Donc,
une œuvre, finalement, c'est une station, c'est une installation. Donc, c'est vraiment un voyage qu'on est invité à faire à travers tout ça. On rappelle, c'est au mai, donc Oui, au mai, Montréal Art interculturel. Il y a le vernissage qui est le 2 avril de 17h à 19h dans la galerie. Et sinon, l'exposition, c'est du 3 avril au 16 mai, du mardi au samedi, de midi à 18h. Et il y aura toujours quelqu'un sur place qui peut vous accueillir, vous guider, vous aider à visiter l'exposition. Il y a énormément d'activités, donc le programme des activités est aussi disponible sur le site du mai et également sur le site d'au-delà-du-visuel.com. Ton site à Mon toi. site à moi qui est complètement accessible. Donc, vous pourrez trouver, par exemple, Véro Leduc va aussi faire une performance dans le cadre de l'exposition. Alors, on vous invite, bien sûr, à venir en grand nombre. Mais c'est vraiment, on essaie de le penser pour tout le monde. Et ça, à ce moment-là, comme tu dis, là, quand on voit la programmation, bien, c'est qu'on peut voir que, oui, il y a de telle heure à telle heure, mais finalement, cette journée-là, spécifiquement, à 7 heures, il va y avoir, exemple, Véro Leduc qui fait une présentation spéciale. Exactement. Fait que ça va être écrit. Oui. Sur ton site. Sur le site du mai et sur mon site. Sur mon site à moi, il y a quelques activités supplémentaires parce qu'il y a des activités qui vont aussi se dérouler à l'Université Concordia. Il y a aussi une activité, en fait, il y a un artiste de Vancouver, Carmen Papalia, qui va venir faire une marche à l'aveugle, donc Blind Field Shuttle sur le Mont-Royal. Donc, on va partir du mai tout le monde ensemble. Fait qu'il y a des activités extérieures, des activités à Concordia et des activités à Daphné également, qui est un centre... Un centre d'artistes autogéré centre artiste autogéré autochtone. OK. Et ça, c'est sur le site du mai et le tien. Bien, dans le fond, finalement, on est quasiment mieux d'aller sur le tien. On pourrait dire cela, mais... Vu qu'il y a comme encore plus d'informations. C'est ça. Sur le mai, c'est disponible maintenant. Sur le mien, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient très bientôt. Donc on surveille ça. Si on va sur le site d'Audrey-Anne puis c'est pas encore sorti, sachez que ça s'en vient. Là. Exactement. Mais quand on va diffuser, je pense que là, on va être rendu, que ça devrait être sur ton site. Merci à vous deux. Merci Aaron Richman, Tamar Tembec et Audrey-Anne Bouchard. Merci. J'ai beaucoup apprécié en apprendre davantage sur cette belle exposition. Et tout de suite après la pause, je vais retrouver Mélanie Côté et on va parler du bonheur. Je retrouve Mélanie Côté qui est à Miami en voyage et elle nous fait sa petite chronique sur le bonheur. Allô Mélanie? Allô ma belle Julie, ça va bien? Mais oui, ça va. Ben oui, mais toi, comment vas-tu? Ben moi je vais super bien. Je peux pas dire que j'aime pas bien. Et là, quand j'ai pris plein de vitamine C et du soleil, je suis quand même chanteuse pour le bonheur de la bonne humeur aujourd'hui. Oui, mais c'est ça, là, le bonheur de la bonne humeur. Là, il fait un beau gros soleil à Miami? Non, ben aujourd'hui, c'est vraiment de la pluie, non. On a eu du beau temps, mais aujourd'hui, c'est de la pluie. Puis c'est parfait parce que on s'en va. C'est merveilleux. Ah, c'est votre moment où est-ce que vous êtes sur votre départ bientôt? Ben oui, on est à l'aéroport. Et là, on s'est trouvé une petite cachette pour pas entendre des gens à l'intercom qui appellent des avions ou des personnes. Oui. C'est parfait. On a un beau temps ensemble aujourd'hui pour parler
de différentes petites avenues que j'ai pensées. Parce que des fois, dans le quotidien, ça va tellement vite, Julie, qu'on ne prend pas le temps de voir ce qui pourrait nous apporter un peu de bonheur sur plein de trucs. Puis la première qui m'est venue en tête ce matin, j'en ai quelques-uns, puis je suis sûre que ça va te faire « Ah oui, c'est vrai » ou te donner des souvenirs. C'est, tu sais, le matin, quand on se réveille puis qu'on a bien dormi, là, Oui. tu sais, qu'on a passé une bonne nuit, comment qu'on peut se sentir bien? C'est quand on dort mal, on chiale puis on est marabout, mais tu sais, ça, c'est vraiment un beau moment de bonheur où tu te réveilles, tu fais « Ah, j'ai tellement bien dormi! » Oui, oui. Et il y a d'autres matins, tu te réveilles, comme là, moi, en tout cas, je suis affectée souvent par tout ce qui est les changements d'heure, hein, tu sais, puis là, on vient d'en passer un, ça fait pas très longtemps. Puis moi, dans ce temps-là, c'est ça, là, c'est comme un espèce de moment où est-ce que là, je suis tellement débalancée, puis là, mon sommeil, il est pas très top, là, dans ces deux phases-là de l'année, là. Fait que... on manque de lumière aussi, hein, tu sais, là, on est dans une période où on est à bout, là, tu sais, on a le goût d'avoir du soleil, puis pour recharger un peu les batteries, là, un peu comme les filtres solaires, ben nous, on est un peu comme ça aussi en tant qu'humain, là. Oui, ben tu vois, c'est ça qu'on entend du monde. Mais tu vois, moi, c'est drôle, c'est parce que le changement d'heure, là, celui-là, autant là, que je suis dans la joie dans mon cœur, là, tu sais, parce que là, je suis contente, les journées vont se rallonger, mais on m'a quand même enlevé une heure de sommeil dans ma journée, fait que ça m'a fait pareil. Donc, je pense que c'est pas la seule. Je pense que c'est pas la seule à être affectée par ça. Ben, c'est ça. Alors, oui, mais sinon, oui, je suis tout le temps dans la gratitude quand je me lève le matin. Il y a une autre chose que j'ai pensé qui est vraiment hyper intéressante dans le bonheur aussi. C'est quand tu vas dans un endroit, là, peu importe, là, un garage, un dentiste, autre chose, puis là, la facture est moindre que tu avais pensé. Hey, ça, c'est comme « Wow! Ça coûte moins cher que, tu sais, sur mon budget, qu'est-ce que j'avais prévu. » Fait que ça, je trouve que c'est un beau petit clin d'œil de vie puis un beau moment de bonheur, je trouve, que dans notre quotidien. Tu sais, souvent, ça coûte plus cher, mais, puis là, on chiale, mais des fois, ça coûte moins cher. Fait que c'est le fun de dire « Oh, wow! Tu sais, j'ai un petit cadeau aujourd'hui. » Fait que toi, dans le fond, ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui, c'est de nous amener dans ces petits moments-là de la vie qui pourraient avoir l'air très banal, mais comment qu'on peut venir nourrir la gratitude à travers tout ça. Ça va venir comme teinter finalement le reste de notre journée et de notre état de bien-être. Ben oui, tu sais, moi, je pourrais passer une demi-heure là, à vous en répertorier parce que c'est quotidiennement, on peut aller chercher ces moments-là où on fait, exemple, tu penses à quelqu'un, puis là, la personne, elle t'envoie un texto ou elle t'écrit ou elle t'appelle. On en a déjà un petit peu parlé dernièrement, mais c'est vraiment quelque chose qui est magique parce que pour moi, c'est quelque chose qui fait comme ah ben la vie est quand même importante, puis il y a quelque chose qui se passe plus haut, plus fort de ce qu'on pense qui est là dans le quotidien. Mm-hmm. Passer du temps dans la nature aussi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, que des fois, on est sur nos selles ou dans la maison, surtout quand on a une certaine problématique visuelle, ben on a moins le goût de sortir, mais recharger, faire des câlins aux arbres, exemple, et on va, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Mais juste de prendre le temps de se connecter, juste toucher la terre, il y en a qui marchent pieds nus dans la forêt, ça fait quelque chose de vraiment groundant, juste les pieds dans le sable. Mais là, je peux pas vous dire ça aujourd'hui parce que je veux pas vous enlever votre bonne humeur, là. Non, mais dans le sens que... les pieds dans la cloche, je pense. Oui, là, c'est un peu les pieds dans la slotch et dans la glace et dans tout ça, mais toi, tu as mis tes pieds dans le sable. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. Puis même un matin, avant de quitter, faut que j'aille à la mer, il pleuvait. Mais je disais, non, là, faut que je mette les pieds dans le sable avant de quitter. Puis vraiment faire le ménage de tout ça au niveau énergétique aussi, là. Ben oui. Ce qui est important aussi, je trouve, c'est de faire des activités qu'on perd la notion du temps.
des activités, là, bon, des fois, dans le brouhaha de notre vie, mais tu sais, quelle activité que vous voyez plus, à part le cellulaire, mettons, là, OK? Mais quelle activité qui vous fait du bien, puis vous perdez la notion du temps? Ça, c'est quelque chose qui nous remplit de bonheur, même si des fois, on n'en prend pas conscience. Dessiner ou, tu sais, peu importe, il peut y avoir plein de trucs, là. Tout le monde est différent, mais juste savoir, ça me fait du bien, puis on dirait que je vois plus le temps passer. Oui, ben tu vois, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que j'avais cette réflexion-là cette semaine quand justement je parlais que le yoga, qu'est-ce qui faisait que je voulais aller dans un studio de yoga et non faire du yoga chez moi, parce que oui, je peux faire du yoga chez moi, mais si je fais du yoga chez moi, je suis complètement dans ma tête. Si je fais du yoga dans un studio, je peux pas être dans ma tête parce que là, à ce moment-là, j'enlève mes lunettes. Je fais du yoga comme une personne qui était aveugle. Donc, je me confronte moi-même à ne plus avoir autre sens que écouter et ressentir dans mon corps. La personne, elle me dit, lève le bras gauche, place-les de cette façon-là. Je peux pas penser absolument rien d'autre. Souvent, j'ai même la misère à penser à respirer, tu sais, parce que je suis tellement pas habituée d'écouter de cette façon-là. Mes yeux vont tellement compenser pour plein d'affaires. Et là, à ce moment-là, je débranche complètement le sens de la vue et je suis complètement dans autre chose. Et ça me fait un bien immense. Oui, mais je parlais avec un ami dernièrement, puis lui, il est malvoyant aussi, mais il voit quand même un peu. Oui. Lui, il prend sa douche dans le noir parce qu'il dit que il ferme ses yeux, puis pour lui, c'est parce que toujours chercher, toujours travailler à essayer de voir ou se dire « Ah non, j'ai pas vu ça. Oui. J'ai manqué ça, j'ai pas vu ça. » Oui. Ben, quand on fait une déconnexion, ben ça fait aussi du bien. Donc, ça peut être par le yoga, bon, par prendre sa douche dans le noir. Mais oui. C'est ça. Ben Quand non, c'est mais... Le yoga, c'est parfait. Oui, mais c'est ça. Là, j'ai donné l'exemple du yoga parce qu'il y a une amie qui me posait la question cette semaine. Fait que c'est là que j'ai vraiment décortiqué un petit peu qu'est-ce que ça faisait. Mais là, ton ami, tu parles dans la douche et tout ça, ben moi, j'ai été longtemps, je prenais ma douche avec mes lunettes parce que je voulais être sûre de tout voir ce que je pouvais voir. Alors que maintenant, ben je prends ma douche, pas de lunettes et je pourrais prendre ma douche les lumières fermées parce que j'ai pris ma douche quand j'étais en convalescence puis que j'étais aveugle. Fait que j'ai plongé dans cet univers-là aussi complètement kinesthésique. Et moi, je te dirais que tout ce qui est en lien avec ça, moi, ça me fait énormément de bien. En fait, si tu me parles de devenir aveugle, je vire folle. Tu sais, je peux pas le croire. Je veux pas aller là. Mais si tu me mets dans une situation où est-ce que là, j'ai pas le choix, j'ai 2 pieds dedans, genre, il y a une panne d'électricité, puis je suis aveugle tout d'un coup, ben on dirait que quand je laisse place à ce que, tu sais, de vivre le moment présent, j'ai un bien-être. Vraiment un grand bien-être. Pour moi, là, c'est très apaisant. Ben déconnecté. Oui, ça crée une intériorité. Oui. Au lieu d'être à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Vraiment. De soi. Mais si je suis moi en ce moment, puis tu me parles que je m'en vais par là, je veux pas y aller. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça. C'est la confrontation de la réalité. Oui, vraiment. Fait que c'est très drôle parce que je l'ai vécu, je le sais que c'est super bon, puis je suis bien là-dedans, mais si je suis pas dedans, puis que je pense qu'il faudrait que j'y aille, là, je veux rien savoir. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là quand c'est dégénératif, tu sais, comme si, tu sais, oui, tu sais, on devient aveugle, mais tu sais, non, parle-moi-en pas plus que ça, je veux pas trop me rendre là non plus, là. Oui, c'est normal, ça fait partie un peu de cette phase-là aussi. C'est pour ça que c'est important de se rattacher à des petits moments de notre quotidien comme ça. Tu sais. Plein de petits moments. Manger un aliment ou goûter quelque chose qui nous rappelle un souvenir, ça c'est vraiment important pour les personnes
en perte de vision, ben d'aller chercher les images, tu sais, je sais pas, moi, je goûte un sucre à la crème que ma grand-mère me faisait. Ben, c'est vraiment aller chercher tout le bonheur, la douceur que dans les souvenirs. Fait que ça, on en a vraiment besoin, justement, pour peut-être pas nécessairement fermer les yeux, mais ressentir l'émotion à l'intérieur de nous pour que ça nous fasse vibrer un peu. Vraiment. C'est toujours dans le... Fait que ça peut être hyper intéressant. Ben, Mélanie, ça a passé super vite, mais de toute façon, tu es à l'aéroport à ton retour. Donc, nous, on va se retrouver ici au Québec, en studio. Donc, j'ai très hâte qu'on se revoie. Je te souhaite une belle fin d'escapade, Mélanie. Et moi, je vous remercie, chers auditeurs et auditrices. Je remercie Mathieu à la mise en onde, mes invités, évidemment, par le fait même, Audrey-Anne Bouchard et Tamar Tembeck et Aaron Richman. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!